Bien, l'exposé donc de Dominique Frère suscite un grand nombre de questions. Je pense que nous ne les traiterons pas toutes, mais j'en ai quelques-unes qui me sollicitent particulièrement. La première, puisque grâce au programme Peramo, on a fait beaucoup d'analyses, est-ce qu'on arrive à distinguer dans les aribales l'huile parfumée ou non? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que, comme les représentations semblent le montrer, est-ce qu'on a surtout utilisé ces aribales pour les exercices à la palestre et est-ce qu'elles ont contenu essentiellement de l'huile d'olive pure? Je vous renvoie au fameux discours de Socrate. Ou est-ce que, au moins pour les porcs archaïques, elles ont contenu aussi ou surtout des huiles parfumées? Est-ce que là, désormais, on a une idée plus précise grâce aux analyses? Alors, si on regarde bien les images, ici, justement, quand on parle de la palestre et justement, si on veut croiser les sources littéraires et iconographiques, on voit en effet, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc les citoyens athéniens qui manipulent les aribales, donc dans le contexte des jeux athlétiques. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est si l'on regarde bien, bon, vous avez eu plusieurs études là-dessus, en particulier de Bisley là-dessus, c'est ce qui est représenté, ce sont des formes de vases en métal et pas des vases en céramique. Donc, on peut les avoir à une époque plus haute. Alors évidemment, comme c'est des vases en métal, très peu de vases en métal ont survécu. Donc il nous est difficile de faire des analyses à l'intérieur de ces vases en métal. Mais il semble bien, oui, qu'à partir de cette époque, on va dire à partir de l'époque des tyrans à Athènes, à partir de Pisistrate, donc nous avons véritablement une séparation entre monde féminin et monde masculin. Les aribales qui contiennent de l'huile d'olive, donc dans le contexte viril, dans le contexte masculin, ce qui correspondrait d'ailleurs à ces images d'hoplites, de guerriers qui part au combat avec la ribale. Et donc du côté féminin, nous avons les alabastres donc, qui, eux, contiennent du parfum. Donc il y aurait bel et bien cette séparation entre huile d'olive pure et parfum. Et je pense que c'est lié aussi donc à l'arrivée de véritables parfumeries à Athènes, mais aussi en Étrurie et ailleurs, donc à partir de cette époque, on va dire en gros vers le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Nous avons de véritables parfumeries qui s'installent, donc que ce soit en Grèce ou ailleurs. Alors qu'auparavant, 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, je pense qu'on est toujours dans un contexte traditionnel qui remonte peut-être justement à l'âge du bronze, où on fabrique des huiles médicinales, mais avec une technique qui se rapproche plus de celle de la cuisine que celle de la véritable parfumerie. Donc oui, je pense qu'il y a une véritable séparation entre l'huile d'olive contenue dans la ribale à partir des années 550-540 et le véritable parfum qui, cette fois-ci, est contenu dans les alabastres, mais qui peuvent être en pierre, en métal en particulier. Donc cette séparation interviendrait à cette époque, mais est-ce que les analyses chimiques confirment cette hypothèse? Et d'une façon générale, comment peut-on interpréter les résultats de ces analyses chimiques dans ce dialogue nécessaire entre l'archéologue et le chimiste? Alors, les analyses chimiques ne permettent pas de confirmer cette hypothèse. D'abord parce que on a fait une campagne donc d'analyse en série. Donc Nicolas Garnier a fait plus de 230 analyses donc de vases liés au parfum, mais on s'est surtout intéressé à la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire l'Italie. Donc on n'a fait que très peu d'analyses donc de licite et d'aribales en Grèce. Et c'est là aussi notre problème, parce que on a évidemment analysé des licites attiques donc en Italie, mais il semble bien que ces licites attiques aient été vidées de leur contenu une fois arrivés sur place et emplis à nouveau. Par exemple, dans le cadre du contexte funéraire. Et nous, ce qui nous intéresserait désormais, évidemment, c'est de faire des analyses donc, de vases grecs en contexte grec, que ce soit en Italie du Sud ou que ce soit donc en Grèce continentale. Et là, peut-être que nous aurions véritablement des informations. Ou, pour moi, le plus intéressant, ce serait aussi, mais là, on n'a que très peu de contexte, de fouiller des vases découverts dans des épaves. De faire des analyses donc de vases découverts dans des épaves. Mais hélas, ils sont trop peu nombreux. Mais il y a déjà eu des analyses faites en Grèce
Notamment pour l'âge du bronze. Pour l'âge du bronze en particulier, mais disons que l'intérêt, c'est aussi de faire des séries d'analyses. C'est-à-dire, ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des résultats sur 6 amphores à étrier. Et honnêtement, ça ne permet pas de faire des conclusions. Il faut vraiment qu'on fasse des séries d'analyses, parce qu'on peut toujours tomber sur un vase donc qui soit marginal ou qui ait été utilisé de manière marginale. Il faut vraiment travailler sur des dizaines et des dizaines d'exemplaires. Alors on va, quelque chose d'intéressant, donc on va publier dans le numéro de la revue archéologique du premier semestre 2013, donc les résultats des analyses qui ont été faites donc dans la cité grecque d'Apollonia, de Cyrénaïque. Et là, c'est des vases attiques, en particulier, pas seulement des vases attiques, mais des licytes, des alabastres, pardon, les licytes aribalisques de la fin du 5e siècle qui ont été analysés. Dans ces licytes attiques, on retrouve là aussi des graisses animales, des produits laitiers, des résines, enfin vous verrez les résultats. Donc c'est-à-dire que nous avons des résultats qui sont très proches de ceux que nous avons dans les aribales d'époque archaïque, mais c'est dans les licytes, en terre cuite. Moi je pense que le parfum, s'il pouvait être contenu ici dans des vases, était en particulier pour cette époque dans des vases en pierre et en métal. Je pense que c'est la très très grande différence qu'il y a à cette époque. Et comment ils expliquent donc ces produits laitiers? Alors, il y avait l'hypothèse de l'utilisation de la caséine pour étangéiser les peaux. Est-ce que c'est une hypothèse qui tient après expérimentation, par exemple, ou est-ce qu'il y avait d'autres méthodes d'étangéisation, comme par exemple de la cire? Est-ce que vous avez travaillé sur ces questions-là? Est-ce qu'on a aujourd'hui une meilleure idée? Alors, on a travaillé en effet en archéologie expérimentale sur la question du lait. Donc, est-ce que le lait permet donc d'apporter une étanchéité donc à ces vases? Alors, en effet, si on travaille sur des vases ouverts, par exemple, ce type de céramique, ce qu'on appelle en archéologie des céramiques ouvertes, oui, il n'y a strictement aucun problème, mais il faut savoir que l'étanchéité est apportée au moment où le lait bout. C'est là que vous allez avoir la surface crémeuse, donc qui va se déposer sur les surfaces. Mais on n'y est jamais arrivé pour les petits vases fermés. On n'y est jamais arrivé pour les petits... Même en les plongeant complètement dans le lait? Non. Ou alors il faut vraiment faire chauffer le petit vase. Je n'imagine pas à l'époque, alors bien sûr que c'est possible, mais je n'imagine pas à l'époque de remplir chaque petit vase de lait, de le faire chauffer jusqu'à ce que le lait arrive à ébullition, d'autant plus qu'il y a une étanchéité qui est apportée, mais qui ne dure en fait que quelques jours. Ah bon. Puisque après la surface ici commence à se desquamer. Et petit à petit, c'est-à-dire qu'il faut de nouveau répéter l'opération, ce qui dans le cadre de céramique culinaire commune ne pose aucun problème. On est dans le cadre ici de sa cuisine, on veut que ce type de grand vase ouvert soit tout le temps étanche, il suffit de le repasser au lait et de nouveau le faire bouillir. Mais dans le cadre de petits vases, si en plus on a des petites pellicules de lait qui commencent à flotter à la surface de l'huile parfumée, donc honnêtement, le lait ne servait pas à cela. La cire d'abeille, on n'a pas fait de... Mais est-ce que le problème, c'est qu'on n'a pas systématiquement de la cire d'abeille dans les analyses. Non. On en a souvent, mais pas systématiquement. Or là, il faut qu'on ait souvent un produit qui soit systématiquement retrouvé. Alors on a fait, on a fait cette approche ici en ce qui concerne à la fois les licytes et les aribales et à la base corinthia et étrusque, donc tester la porosité des vases. Tu l'as présenté en ce qui concerne les études qui ont été faites pour les ungüentaria hellénistiques. On l'a fait pour les aribales, alabastres et les licytes. Alors on s'aperçoit que pour les aribales et alabastres, en effet, la pâte céramique capte donc les huiles parfumées et au bout seulement de 2 jours, nous voyons que le vase est luisant et en effet est huileux. Le vase est huileux, sauf qu'une fois que l'huile, que ces matières grasses donc, ont totalement imprégné donc, la pâte céramique, ça y est, il a terminé. Donc, c'est-à-dire qu'on a calculé qu'on perdait entre 10 et 15% du contenu. Si on le pose donc, sur une surface, il continue à couler, ce qui est logique puisqu'il y a contact entre les deux. Mais si on le laisse suspendu, là, donc, on n'a plus de perte de produit. Donc je pense qu'on est dans ce contexte-là. Par contre, les licytes attiques sont complètement différents. La paroi est beaucoup plus épaisse, la plupart sont recouverts d'un vernis noir, et là, le licyte va se teinter, en effet, il va devenir plus mat.
On voit bien que l'huile a... Mais par contre, il ne perd pas de son contenu. Donc je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'étanchéifier les... Sauf que quand même, pour les charrier sur une longue distance dans des bateaux, je ne vois pas comment on pourrait les maintenir en hauteur. Et donc là, le problème se repose à nouveau. Est-ce qu'on charrie, est-ce qu'on transporte le parfum lui-même dans des conteneurs séparés? Et je ne vois pas lesquels parce que, bon, comme je l'ai dit dans un cours antérieur, je suis persuadé que, par exemple, les amphores corinthiennes ne sont pas des amphores à huile, mais des amphores à vin. Donc on n'a pas les gros conteneurs qui permettraient de le transporter. Donc le problème se repose à nouveau si on garde cette hypothèse. Ou alors il faut trouver... Est-ce que par exemple si on les met dans la paille, est-ce qu'il y a une Moi, je pense. Donc là, il y a encore une phase d'expérimentation. Soit ils peuvent être transportés. Alors déjà, les épaves. Mais c'est vrai que les épaves nous posent problème parce qu'on n'a que à part celle du Giglio, on n'a que très très peu de vases à parfum dans les épaves. Alors après, il faut savoir que le plus grand nombre d'épaves, c'est surtout sur la côte méditerranéenne française. Du coup, c'est logique de ne pas trouver de vases à parfum, puisque ce que les populations de Gaule du Sud importaient surtout, c'était le vin et les vases à boire le vin. Donc, ils ne consommaient que très peu d'huile parfumée. Donc, c'est logique de ne pas trouver beaucoup de vases à parfum dans ces navires. Mais, donc, on a retrouvé un ascos bouché avec son bouchon, dans une épave du nord de la Sicile. Donc, s'il est bouché, normalement, c'est qu'il avait encore son contenu. Mais après, donc, on a pour cette époque archaïque sur le transport de ces vases, en effet, aucune information. Pour l'époque romaine, donc on a l'épave de Saint-Gervais, où donc il y avait l'indication qu'on a des vases qui pouvaient être contenus dans des paniers. Voilà, sauf que c'est des vases en verre soufflé, donc évidemment là du coup on n'a pas de problème d'étanchéité des vases. Mais évidemment, ça c'est une question importante. Mais moi, je pense toujours au niveau des transports des vases. Alors, bien sûr que pour l'instant, n'oubliez pas que ce que je vous livre comme information, c'est des hypothèses d'abord et avant tout. On n'est pas dans le domaine des certitudes. Mais je pense que les outres en cuir devaient jouer un rôle très, 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 très important. Donc, l'idée, ça serait que peut-être on charriait les parfums dans les outres en cuir et qu'on mettait en flacon à l'arrivée. Ou de quoi les recharger. C'est-à-dire, si c'est des huiles médicinales, enfin tout ce que l'on a trouvé comme produits dans ces huiles médicinales sont des produits de faible coût. Matière grasse animale, huile végétale, et on pense que tous les matériaux aromatiques ne sont pas non plus des matériaux aromatiques exotiques. On n'a pas retrouvé de myrrhe, d'encens ou autre. Résine et pois, ben voilà, ça ne coûte rien la résine, on l'obtient par gémage. La poix, c'est un goudron végétal qu'on peut obtenir partout en Méditerranée et ailleurs, et ça ne coûte rien non plus. Donc, moi je me pose la question de savoir, même s'ils perdaient, je te l'ai dit, 10 à 15% de leur contenu, ce n'est pas bien grave, il y a juste à les recharger au moment de la vente. Cette tradition de l'utilisation des outres se continue tard, puisque dans le fameux tarif de Palmyre du IIe siècle après Jésus-Christ, on continue de transporter les huiles parfumées dans des outres. C'est au moins pour les transports, évidemment, à travers le désert, qui suppose des conteneurs souples plus faciles que des amphores ou des flacons. Donc là, c'est une voie de recherche que tu poursuis, et notamment du point de vue de l'archéologie expérimentale, qui là encore devrait donner, sinon des réponses, du moins éliminer parfois c'est de nouvelles questions qui sont posées. Donc on va sortir de ce champ de recherche pour revenir plus dans l'archéologie. Et dans ce qu'on nous a montré, et dans ce que tu nous as encore aujourd'hui montré, on a surtout à nouveau des tombes des aristocrates, parce que c'est évidemment celles-là qu'on fouille et qu'on publie. Mais est-ce qu'il y a en Étrurie, pour cette période, et d'une façon plus générale dans le bassin occidental de la Méditerranée, des tombes de pauvres en nombre suffisant qui montreraient l'utilisation de parfums? Est-ce ces tombes de pauvres, est-ce qu'elles contiennent des flacons en quel nombre? Est-ce qu'il y a une augmentation à une certaine époque? Et donc, en quelque sorte, est-ce qu'il y a une démocratisation du parfum? Ou bien est-ce que la documentation disponible aujourd'hui dans cette période chronologique ne permet pas encore de répondre, si tant est qu'on se soit posé la question? Oui, bien sûr. Évidemment, on a toujours
le regard fixé sur les tombes les plus riches, celles qu'on appelle les tombes princières, par exemple en Étrurie, parce que évidemment c'est formidable d'avoir des dizaines de vases à parfum dans une seule tombe, mais on a dans différents contextes, en particulier par exemple en Campanie, dans le Latium, alors des tombes, alors on ne sait pas si c'est des tombes de pauvres, mais en tout cas c'est des tombes bien plus modestes. Et parfois, par exemple des tombes d'enfants, dans une tombe d'enfants, tombe à fosse, dans le nombre de tombes à fosse d'enfants, on va retrouver un seul vase à parfum et pas d'autre matériel. Seulement un vase à parfum. Et donc là, je pense là aussi que ça joue. L'huile parfumée devait jouer un rôle très très important dans les rituels en particulier, et parfois pour les tombes, y compris pour les tombes de nourrissons, de très très jeunes enfants, et jusque vers l'âge, par exemple, de 12 ans. On va retrouver parfois seulement des vases à parfum. Alors, on pourrait dire que c'est peut-être logique de ne pas retrouver des vases à boire le vin dans les tombes d'enfants, mais là c'est souvent, pas toujours évidemment, quelques vases à parfum. Mais on retrouve aussi de très grand nombre de tombes avec en effet seulement des tombes modestes, avec seulement quelques vases à parfum. Et du coup, c'est vrai qu'on peut parler de démocratisation, c'est sûr et certain. Donc il y aurait une diffusion beaucoup plus vaste que ce qu'on a imaginé à partir des textes, et on aurait une vision dans l'archéologie plus équilibrée. Là, on voit quand on parle de production massive, c'est réellement des productions massives. Et on voit par exemple les aribales et les abasses étrusques sont amplement diffusées à une échelle locale et régionale. Et donc, à l'échelle du territoire d'une cité, comme Cerveteri, alors on va voir bien sûr les tombes aristocratiques qui vont être peuplées de ces aribales et abasses, mais on va retrouver aussi un très grand nombre de tombes plus modestes, où là aussi on va retrouver deux, trois Et alors, est-ce que, dans la même perspective, est-ce qu'on peut comparer le produit de ces fouilles de nécropole avec le produit des fouilles d'habitat? C'est-à-dire, est-ce qu'on a aujourd'hui, grâce à des meilleures méthodes de fouilles, des comptages qui permettraient de voir si dans les habitats, et notamment dans les habitats modestes, on a une proportion de vases à parfum, et est-ce que cette proportion évolue, grandit ou diminue à certaines époques? Est-ce qu'on a déjà suffisamment de documentation pour le faire, et est-ce que ça ne serait pas une voie à développer pour mieux mesurer cette question de la démocratisation du parfum? Alors le problème, si on prend l'espace de l'Étrurie ou l'Italie centrale ou de la Campanie, le problème c'est que par rapport aux nécropoles, évidemment, on a beaucoup moins d'habitats. Donc qui sont, pour différentes raisons, qui sont fouillés, mais, ou la Gaule du Sud. Et le problème des habitats, c'est que les vases ne sont pas entiers. C'est la définition, si un vase est entier, c'est que la plupart du temps, soit il est retrouvé dans un dépôt votif, soit dans une tombe. En habitat, on ne retrouve pratiquement jamais, donc on n'a que des tessons et parfois des petits fragments. Et c'est vrai que les vases à parfum sont difficiles à identifier, et que les archéologues, jusque-là, n'étaient guère formés à identifier, parce que c'est une forme particulière et autres. Et je prends l'exemple de Saint-Blaise. Là, nous avons un contexte indigène d'habitat. Donc, il y a une publication qui a été faite dans les années 80, je crois, Saint-Blaise. Pratiquement aucun vase à parfum. Et quand Jean-Christophe Sorisseau m'a proposé d'aller voir le matériel, les petits fragments, parce qu'évidemment j'ai fait ma thèse là-dessus, j'ai travaillé pendant des années là-dessus, tout de suite j'ai pu les identifier. Donc du coup j'ai pu identifier plusieurs vases à parfum qui étaient utilisés en contexte indigène. La même chose pour la Castellina. Pour la Castellina, j'étais derrière les archéologues pour leur dire ça, c'est une anse de vase à parfum et autres. Sinon ils avaient du mal à les identifier. Donc on a ce problème-là. Faible nombre d'habitats, difficulté d'identifier les vases à parfum. Par contre, tu regardes les fouilles de Marseille, on a quand même des aribales pas mal. Là, le Marseille, c'est le contraire. On n'a pas les contextes funéraires. Mais on a quand même pas mal d'aribales étrusques. Et ce qui pose des questions, parce que ces aribales étrusques, par qui étaient-ils utilisés? Est-ce que c'était par les phocéens de Marseille, ou est-ce que ce n'était pas par une communauté étrusque installée à Marseille? Mais quoi qu'il en soit, si on veut faire des comptages, évidemment, en contexte d'habitat, on a très très peu de vases à parfum. Oui, parce que l'idée, en fait, ça serait de mesurer l'impact du parfum dans la vie quotidienne, à la fois dans la vie religieuse et dans la vie, disons, d'outre-tombe, donc les funérailles, pour voir si c'est équilibré, si finalement on n'a pas beaucoup plus utilisé les parfums dans la vie normale. Parce qu'aujourd'hui, c'est complètement minoré par les deux phénomènes que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire le manque de fouilles d'habitat et la difficulté de reconnaître. Donc,
personnellement, je pense qu'on a un gros effort à faire de ce côté-là, et je me demandais si, par exemple, dans les grands habitats qui ont été largement fouillés, comme Marzabotto, on a des données, ou est-ce que ce phénomène, disons, de non-reconnaissance des petits tessons minore considérablement la perception? Oui, mais alors le problème, c'est que pour Marzabotto, là, nous avons un site d'habitat qui est plus récent. Enfin, je dis par rapport à l'époque archaïque. Et sur la frise chronologique que je vous ai montrée tout à l'heure, il faut bien savoir que la production corinthienne cesse vers 540, la production étrusque, production massive aussi. Et donc, ce qui pose un problème, c'est qu'on n'a plus ou beaucoup moins de vases à parfum en céramique. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bon, il y a différents types d'explications, mais ce qui veut dire qu'archéologiquement parlant, même dans les tombes, on n'en a plus. Et donc, ce qui pose de vases à parfum en céramique, une fois de plus, d'origine corinthienne ou étrusque. Et donc, dans un contexte d'habitat comme Marzabotto, on en a dans les tombes des alabastres en albâtre, en verre sur noyau d'argile et autres, mais en céramique, on en a peu. Mais dans l'habitat, et donc ça pose quand même un problème. Pourquoi c'est remplacé? Est-ce qu'on a quelques hypothèses? Oui, en effet, ça pose un problème. Est-ce que c'est le métal, le cuir qui prend le dessus? Ah oui. Alors, si on se base, si on regarde Athènes, par exemple, seconde moitié du 5e siècle, contexte funéraire à Athènes, des alabastres en pierre, alabastres en pierre, et qui deviennent vraiment dominants. Et alors qu'avant, on avait... alors on a aussi quelques licites en céramique, mais on a vraiment beaucoup d'alabastre en pierre. Et dans la vie quotidienne, ce que l'on voit dans l'imagerie, c'est des objets en métal. Et là, il ne nous en reste que très peu. Et évidemment les outres. Les outres en cuir, quand on parle des classes les plus pauvres, je pense qu'il devait... ce que tu as cité, la personne qui se retrouve avec le licite entre les mâchoires, le likitos, donc c'est le licite en cuir. Et l'askos lui-même, à l'origine, le mot, c'est le cuir, c'est l'objet en cuir. Donc, mais évidemment, du coup, pour nous, là, on a perdu toute l'information pour ces objets en Donc, ça veut cuir. dire que le phénomène que je croyais percevoir plus tardivement se produit plutôt où on a des phases de manque de documentation qui sont liées pas seulement à la déficience des archéologues, mais aussi au changement de conteneurs. Et donc, il est difficile d'écrire l'histoire des parfums sur une longue période en se fondant sur les conteneurs en céramique. Alors revenons à la période un peu antérieure et aux grands habitats aristocratiques. Je pensais par exemple au palais genre Murlot. Est-ce que là, pour lequel on a une fouille récente, est-ce qu'on a une bonne idée de la représentation de l'usage des parfums dans ces palais aristocratiques à cette époque? On a Murlot, Aquarossa, qui sont à peu près donc palais aristocratiques étrusques. Non, on a pratiquement... Alors on en a quelques-uns. Alors je ne sais plus combien, on en a 3 ou 4 à Murlot, pas plus. Et alors, comment on explique que ce soit aussi... Alors Murlot, ce qui est étonnant, c'est que... Est-ce que déjà ils ont été bien reconnus? Est-ce que la fouille a été suffisamment précise? Je pense après, bien sûr, on peut toujours repasser derrière pour voir le matériel. Disons que même si on en trouve le double, ça fera toujours peu d'objets. Mais à Murlot, on a non seulement le manque donc, de vases à parfum à Murlot, le fait qu'il soit très très rare, mais aussi dans l'iconographie, on a des plaques dans les palais où on a des scènes de banquets. Or, on sait très bien que le parfum était amplement utilisé dans les banquets. Il n'y a pas que le vin qui coulait, il y avait aussi le parfum. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'en enduisait les cheveux, la poitrine. Aucune représentation ne représente que les vases à boire ou à verser le vin. Donc, on a l'impression que le parfum n'existe pas. On en a l'impression. Mais après... c'est un peu contradictoire avec ce qu'on vient de dire. Et oui, c'est contradictoire avec l'information que l'on a, l'information funéraire que l'on a, par exemple pour la même époque, à Cerveteri, à Tarquinia ou autre. Mais hélas, oui, on a des données contradictoires. Oui. Donc le parfum dans les palais aristocratiques, moi je ne peux rien dire, pas grand-chose. Oui. Et est-ce que c'est aussi la même constatation qu'on peut faire dans... des niveaux étrusques, je pense par exemple aux fameuses maisons étrusques, entre guillemets, de Latte, qui ont été très bien fouillées. Oui. Et est-ce qu'on a pu compter le nombre des vases à parfum, par exemple, par rapport au reste de la céramique, et quel est le... Très peu. Il y en a très peu. Alors, on en a des vases à parfum à la Licière, le village de la Licière, en contexte archéologique très... Dans des cabanes. Eh oui, mais contexte archéologique très, très intéressant, donc comme vase à parfum. Alors, à Latte, on en a retrouvé, si je me souviens bien, mais là, c'est de mémoire, on en a retrouvé un, mais dans un puits.
un vase à parfum étrusco-corinthien, mais sinon il y en a. Mais bon, là on est en contexte indigène, sauf qu'en effet, non, il y a quand même normalement il y a présence étrusque à Latte, donc c'est vrai qu'on devrait là aussi trouver des vases à parfum, mais qui nous échappent en partie. Donc il y aurait toute une recherche à faire en essayant de quantifier dans les fouilles qui sont bien menées. Oui. Ça, il y aurait tout un travail. Encore un beau sujet de thèse. Un beau sujet de thèse. Mais... Et donc si on revient aux tombes, est-ce que, et on l'a vu dans les tombes récemment fouillées, on peut reconstituer les rituels. On l'a vu pour le cas de la tombe récemment, enfin qui est encore de fouille, oui. Et donc en ce qui concerne le dromos, c'est probablement l'onction des portes, mais est-ce qu'on a des données qui seraient liées aux gestes liés au dépôt des corps et des offrandes dans les tombes qui ont été fouillées suffisamment récemment pour qu'on ait une description bien minutieuse? Voilà. Alors il faut des tombes fouillées récemment. Et des tombes qui n'aient pas été violées, que ce soit de l'Antiquité jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que le matériel n'ait pas été perturbé. Et dans ce cas-là, on a comme des informations, c'est-à-dire que les vases à parfum sont déposés à proximité immédiate du corps. Donc soit ils sont cloués, on a même des traces de clous sur les vases à parfum, cloués au-dessus du lit funéraire, soit ils sont déposés à la tête et aux pieds du défunt. Et parfois, ils sont cloués et déposés à la tête et aux pieds en même temps du défunt. Donc ça c'est la première partie, donc le parfum en contact immédiat avec le corps. La deuxième partie des vases à parfum présents sont très éloignés, mais par contre ils sont proches de la porte. Et parfois on a des vases à parfum devant la porte et derrière la porte, ce qui correspond au rituel qu'on a vu tout à l'heure ici, et rituel ici qui consiste à enduire donc la porte, mais des deux côtés. Et comme on enduit les stèles dans les nécropoles des deux côtés. Grecs, et bon, des choses qui ont été bien mises en évidence pour différentes périodes, y compris jusqu'à la période, y compris pour la période romaine, où le parfum signifie à la fois le contact invisible avec le défunt, mais signifie aussi la séparation. Et quand on ferme la porte, on se sépare du défunt et on lui signifie bien que désormais il rejoint le monde des morts et qu'on lui rendra hommage toujours par l'onction du parfum. Mais donc du coup, cette tradition rituelle remonte à l'époque orientalisante. Ça désormais on en est sûr. Oui. Et voire plus haut éventuellement. Oui, ça je pense aussi plus haut. Oui. Et donc si on descend un tout petit peu, dans la Rome des premiers siècles de la République, après la chute de Tarquin, est-ce qu'on doit penser, comme je le crois, que l'aristocratie a continué à vivre selon des mœurs inspirées des Étrusques, ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une réaction contre la triffin et dont on aurait un écho par la suite dans le topos du Mos Maiorum? Et en un mot, est-ce que la consommation du parfum se maintient-elle? Est-ce qu'on peut la mesurer dans les tombes de cette période-là, après la période royale, quoi? Et est-ce que la documentation aujourd'hui disponible permet de le dire, ou est-ce qu'il faut, disons, continuer les recherches dans cette voie avec cette optique, justement? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut non seulement poser la question, mais y répondre? Oui, bien sûr, on peut apporter des éléments de réponse. Rome, comme toute une partie différents sites du Latium, est incroyablement riche en vases à parfum pendant tout le VIe siècle. Incroyablement riche, mais il y a une très grande différence avec l'Étrurie. C'est que ces vases à parfum sont très riches dans les sanctuaires. Quels que soient les sanctuaires du Latium et de Rome. Ils sont beaucoup plus rares dans les tombes. Donc déjà, même si Rome est étrusquisée au VIe siècle, déjà on voit une nette différence entre le monde aristocratique étrusque et le monde, on va dire, romain, et le monde du Latium archaïque. Les latins, si on peut dire, donc ne partent dans l'au-delà qu'avec quelques vases à parfum, à la différence de l'étrusque. Donc déjà, on a une très grande différence. Et en effet, à partir de la fin du VIe siècle, on n'a plus de vases à parfum à Rome. Oui, mais est-ce que ça, c'est le même phénomène que celui souligné pour le reste de l'Étrurie, c'est-à-dire qu'on change de conteneur, ou est-ce que c'est lié à un rejet, quoi? Moi, je crois que c'est aussi lié à un rejet à Rome. Parce que quand je dis qu'il n'y a plus... On va quand même retrouver des listes citatiques ou autres, mais à Rome, en Étrurie, on va retrouver de nombreux listes citatiques. À Rome et dans le Latium, bien sûr qu'on en a quelques-uns, mais
ce n'est plus du tout les mêmes proportions qu'à l'époque archaïque. Mais, donc bel et bien, là, on a un changement de mentalité et ici un changement qui est net. En Campanie, on continue quand même à avoir des tombes avec des vases, avec des lits citatiques, par exemple. Et en effet, à Rome, on voit qu'il y a un changement qui n'est même pas une évolution, moi je pense que c'est un changement radical. Bon, ça, c'est une réponse claire. Espérons que les recherches futures le confirmeront. Oui, oui. Et je voudrais revenir à l'idée justement des huiles non seulement parfumées, mais des huiles médicinales, voire magiques. Est-ce que ce n'est pas ce type de production qui pourrait être en quelque sorte illustré par cette mention chez Théophraste dans le livre 9, paragraphe 15, de Tyrenon pharmacopoion ethnos. Est-ce que il te paraît qu'il y a une spécificité de l'étrurie en ce sens, c'est-à-dire plus une production d'huile médicinale que partout ailleurs? Et est-ce qu'on en aurait cet écho à travers Théophraste ou est-ce que c'est une idée complètement... Alors que partout ailleurs, je ne sais pas, mais disons qu'il y a en étrurie ici un fait spécifique, c'est la religion étrusque, qui est fondamentalement différente c'est une religion révélée, fondamentalement différente de la religion grecque, et je ne vais pas dire la religion romaine, puisque la religion romaine est inspirée en partie de la religion étrusque, mais et dans ce cadre, en effet, donc, il y a cette mention de Théophraste, et on a Dioscoride aussi qui nous en parle. Et il faut savoir que, hélas, ce qui manque dans nos sources et ce qui existait, c'est donc toute la littérature étrusque, et en particulier la littérature religieuse étrusque qui était très importante, mais qui, hélas, a complètement ou pratiquement complètement disparu. Espérons qu'un jour on puisse retrouver au moins des lambeaux de cette littérature. Mais donc Théophraste, il y a cette mention, et Dioscoride. Dioscoride nous parle donc de 12 végétaux qui sont spécifiquement utilisés dans le cadre de rituels religieux étrusques. Et donc c'est étonnant que Dioscoride insiste sur ce fait. Et il nous les cite. Et alors je ne les ai plus en tête, mais vous avez le thym, vous avez la valériane et vous avez différents... Après, il y a eu plusieurs publications sur ce sujet, mais ça veut dire que là nous avons... alors par contre, on ne connaît pas le détail de l'utilisation de ces végétaux dans les rituels. Est-ce que c'est sous forme de fumigation? Est-ce que l'on va enduire des statues de culte ou autre? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais en effet, là, on aurait une dimension religieuse très importante apportée à ces végétaux, à ces 12 végétaux. Alors après, il faut toujours se méfier, 12 peuples étrusques, 12 végétaux. Bon, peut-être qu'il y a une simplification de la part des auteurs qui en plus connaissent mal le monde étrusque. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça signifie qu'il y avait bien une spécificité ici, donc peut-être dans des huiles médicinales, mais quand on voit les 12 végétaux, ils ont tous des attributions médicinales bien spécifiques. Et est-ce qu'on retrouve la rue, par exemple? Et non, j'aurais bien aimé, mais ce serait trop beau. Il n'y a pas la rue. Non. Et donc, dans cette optique, est-ce qu'on peut savoir de qui et comment les Étrusques ont appris l'art de la parfumerie? Si j'ai bien compris ton exposé, tu penses qu'il y a une tradition qui vient de l'âge du bronze, donc avec quelques indices du côté du villanovien, mais est-ce que cette tradition a été vivifiée, voire supplantée par la mode des parfums à la grecque et l'importation probablement de savoir-faire, voire de parfumeurs venus d'Orient? Ah oui. Alors, il faut savoir qu'à l'époque mycénienne, donc on a des trafics entre le monde mycénien, l'Italie du Sud, la Sardaigne. Ce type d'alabasque que vous voyez ici, par exemple, on en retrouve en Sardaigne, ici. En Étrurie, non.
On a des amphores à étrier donc en Italie du Sud, en Sicile. Il y en a en Campanie. En Campanie, en Italie centrale, enfin, jusqu'au moment où on va en retrouver, mais pour l'instant, on n'en a pas. Je pense qu'il y en avait dans le sens où si les Étrusques se mettent ont au moins fabriqué un exemplaire d'amphore à étrier, c'est qu'ils avaient le lointain souvenir que cette forme était liée à l'huile parfumée. Mais donc les huiles médicinales, ce qu'on pourrait appeler l'époque proto-historique, donc étaient bel et bien fabriquées, sans doute au moins depuis l'âge du bronze. Et il y a ce lien entre la Sardaigne et l'Italie centrale, quand même, qui pour moi est très, très, très important, et des huiles médicinales qui devaient jouer un rôle fondamental dans les échanges. Mais là, évidemment, il est difficile de préciser la nature exacte de ces échanges. Mais je pense que ça devait... Mais comme par hasard, les cruches sardes disparaissent au moment où arrivent les premiers aribales et alabastres de type grec. Je pense que ce n'est pas un hasard. À un moment donné, ils supplantent bel et bien les huiles médicinales ou parfumées venues de Sardaigne. Donc, mais hélas, on ne peut pas en savoir plus. Donc, hélas, les analyses ne nous donnent pas des recettes. Elles nous donnent des marqueurs chimiques de matières premières, mais pas de... Nicolas Garnier nous l'a longuement expliqué. Voilà. C'est déjà très difficile de retrouver les composants. On en est très très loin de retrouver les recettes. Mais bon, si on reste sur cette idée de fabrication, et ça sera ma dernière question, est-ce que on a une idée de la manière dont ce savoir-faire que les Étrusques ont de toute façon au moins dès le 7e siècle avant Jésus-Christ et probablement antérieurement, comment ils l'ont transmis à Rome? Est-ce qu'il y a un rapport, par exemple, entre le vicus tuscus et les parfumeurs, au moins au début? Et en un mot, est-ce que le développement de cet artisanat, nécessité par l'essor et l'enrichissement de l'aristocratie romaine, surtout à partir du IIIe siècle, doit quelque chose aux apports étrusques, ou est-ce que c'est un renouveau total lié à d'autres influences, et notamment aux influences orientales à la période hellénistique? Est-ce qu'on arrive à faire le départ? Est-ce qu'on a travaillé sur ces questions? Oui, est-ce que c'est une thématique qui ne serait pas intéressante de développer? Oui. Alors, évidemment, pour répondre à cette question, déjà, ce qui serait très intéressant, c'est de découvrir des ateliers de parfumerie d'époque archaïque. On en a pour l'âge du bronze, on en a pour différentes autres périodes, mais pour l'époque archaïque, jusqu'au jour où on en trouvera, avec le problème qui est peut-être de donner une définition d'un atelier de parfumerie ou d'huile médicinale, sachant que le matériel de cet atelier, c'est sans doute du matériel de cuisine. Voilà. Donc, il faudrait d'ailleurs regarder les anciennes fouilles et voir parmi les fouilles qui ont identifié ce qu'on pense à l'époque être des cuisines, qui pourraient être des ateliers de. L'une des façons de le voir, c'est s'il y a effectivement des vases à parfum dans ces cuisines. Ce serait déjà un indice. Ce serait intéressant. Dans le Latium, enfin pas seulement dans le Latium, mais à Rome, donc il y a des productions de vases à parfum au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas que les Étrusques qui se mettent à produire des vases à parfum, il y a aussi les Romains. Vous allez visiter différents musées de Rome, et alors, évidemment, on ne peut pas les identifier comme ça à l'œil nu, parce qu'ils ressemblent beaucoup aux vases étrusques, mais ce sont des vases fabriqués sur place. Donc si on fabrique des vases, forcément, ça veut dire qu'il y a sur place des ateliers de fabrication d'huile parfumée médicinale. Mais après, évidemment, on a ce hiatus, ce vide, pour nous, vide archéologique qui correspond donc à la fin du VIe, sachant qu'en Étrurie, pendant toute cette période qui va à 5e siècle, 4e siècle, 3e siècle, on va avoir une multiplication des images de vases à parfum, cette fois-ci sur les miroirs, et là, féminins. Et là, on voit toujours la femme à la toilette, et donc qui porte un alabastre, et puis des femmes zélées, donc qui portent des alabastres. Donc là, on est dans la dimension de la toilette quotidienne. Mais évidemment, après, pour le monde romain, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, savoir si l'influence est étrusque, je ne pense pas. Je pense que désormais, l'influence est bel et bien orientale. Après, c'est une hypothèse, mais ça, je ne peux pas le confirmer. Mais je pense que désormais, les Étrusques n'exercent plus beaucoup d'influence,
sachant qu'il y a toujours évidemment des ateliers d'huile parfumée en Sauf étrurie. peut-être d'un point de vue médicinal et religieux. Oui, sauf peut-être d'un point de vue... Ce qui expliquerait cette tradition qui arrive jusqu'à Dioscoride. Ah oui, bien sûr. Et toujours dans ce contexte religieux, je pense que fabrication de ce type d'huile à dimension sacrée. Bien, il est midi, nous remercions le prêtre de la religion étrusque qui nous a donné toutes ces informations et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour justement étudier ces ateliers de parfumeurs que nous avons tellement de mal à identifier. Nous verrons ceux de l'âge du bronze et ceux de l'époque hellénistique et dans la séance suivante, ceux de l'époque romaine. Merci.